Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième petite vidéo telle que promis lors de notre petite présentation des thés noirs. Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour vous parler des oolongs qu'on appelle communément les Phoenix. Les Phoenix, le nom Phoenix pour ce type de oolong-là, en fait vient du nom de la montagne ou de la petite chaîne de montagnes là où ces thés-là sont produits. En mandarin, c'est Feng Huan Shan, donc la montagne du phénix. C'est souvent comme ça qu'on les connaît. Il y a quand même plusieurs particularités à ce type de oolong-là. Euh, c'est un cultivar qui ressemble beaucoup au Assamica. Donc, au lieu d'être des TI Camellia sinensis avec plusieurs troncs qui partent de la base du TI, c'est ce qu'on appelle des TI à tronc unique, un peu comme le puer. Le nom du cultivar, c'est le Dansong. Donc, des fois, ces thés-là vont être identifiés par le nom du cultivar. Ça va être des Dansong. Le nom complet, souvent, c'est Dansong Feng Huan Shan. Donc, ce thé-là, particulier à tronc unique de la région de la montagne du Phoenix, qui est dans la province de Guangdong, en Chine. C'est des oolongs vraiment uniques pour plusieurs raisons. Le type de théier, le type de feuilles qu'on va cueillir, donc on n'est jamais dans la petite feuille du printemps, les petits bourgeons, on va y aller plus pour des feuilles qui sont un peu plus matures, soit qui ont 3, 4 ou 5 semaines. Euh, donc on est plus loin là, sur le TI, on laisse le bourgeon se développer. C'est les dansangs vraiment authentiques viennent de TI qui sont sauvages ou semi-sauvages, c'est-à-dire des montagnes, des flancs de montagne où on a parti des TI puis qui finalement se sont reproduits avec le temps. La montagne de Phoenix, le Feng Huangshan, c'est un ancien volcan. C'est plus rare qu'on va avoir des TI qui vont bien survivre dans un sol qui est volcanique, ce qui donne aux langues de Phoenix vraiment des particularités qu'on ne retrouve pas dans aucun autre oolong. Ce ne sont pas des thés qui sont roulés comme les Tiguaniennes ou comme les oolongs taïwanais, ce sont des oolongs qui sont torsadés, qui ont quand même un assez long processus pour pouvoir les faire. Le degré d'oxydation dans les types de oolong varie énormément. Et dans la nomenclature, c'est très compliqué dans les phénix. Des fois, on va donner le nom du parfum que le thé semble donner. Par exemple, arôme de miel, arôme de magnolia. On va donner le nom du type d'arôme qui va ressortir du thé. Des fois, on va donner le nom du cultivar bien précis qui est utilisé pour faire un ou l'autre style. Et des fois, on va donner le nom du flanc de montagne d'où il vient. Un peu comme dans le vin, on va avoir clos de quelque chose ou vraiment la section du vignoble d'où vient un vin en particulier. On fait la même chose pour les phénix. Donc, il y a les trois possibilités. Normalement, les phénix auxquels on donne le nom du parfum, ça peut être du théier pardon, qui est plus cultivé que sauvage, même si c'est fait dans la même petite chaîne de montagne. En ce moment, on a 5 phénix différents. C'est rare que j'en garde autant, mais on a une super belle production au printemps, puis c'était difficile de choisir celle qu'on voulait garder. On ne pouvait pas tous les garder parce qu'on retrouve environ 15, 16, 17 différents types de phénix qui ont des appellations bien spécifiques, en plus de les différents producteurs qui font de chaque style, en plus de niveau d'oxydation à l'intérieur de chaque style. Par exemple, si je prends le premier, qui est le Songjang, Songjang, c'est une appellation qui fait référence à l'endroit précis d'où il vient. C'est un phénix qui, lui, est, je dirais, oxydé, juste pour mettre un pourcentage pour qu'on se retrouve, là, il est oxydé peut-être à 15, 20, 25%. Donc, dans les plus végétaux, en termes de saveur dans les phénix, on va le voir à la feuille qui est déjà infusée, on voit que c'est quand même assez vert, il n'y a pas beaucoup d'oxydation. Donc ça tombe dans les catégories des phénix qui sont plus végétaux, qui vont avoir une petite touche florale en même temps. On le voit aussi dans l'infusion. Ce qu'on recherche beaucoup dans les phénix authentiques qui viennent de la montagne de Songjiang, c'est une espèce de couleur un peu pêche, presque rose. Il y a des phénix qui se font ailleurs en Chine que
dans les montagnes d'origine, puis ils n'auront pas cette couleur-là. Donc, lorsqu'on a un petit rosacé, c'est vraiment le terroir volcanique qui va donner cette couleur-là. Puis pour le Songjiang, on a un tout petit peu de fruits, on a une bonne saveur de miel, ce qui va être assez courant dans les phénix, puis une petite finale boisée. Tous les phénix, sans exception, peuvent se faire soit avec un 4 ou 5 grammes de thé à la fois, c'est-à-dire une grosse cuillère à soupe, puis on fait des infusions répétées comme on pourrait faire avec d'autres thés d'autres oolongs. Ils peuvent être faits en infusion libre. D'ailleurs, le Songjiang, justement, j'en ai fait un en infusion libre juste ici. Ça donne une belle couleur un peu pêche, un peu rosée. Belle grosse. Quand je dis que c'est des grandes feuilles matures qu'on utilise, c'est pas des faces, c'est vraiment des belles grandes feuilles avec les taches d'oxydation très typiques des styles de phénix, c'est-à-dire au lieu d'avoir un petit peu, donc au lieu d'avoir une oxydation uniforme sur la feuille, ben, c'est plus des oxydations par tâche à cause du roulage qui va être donné. Les phénix, généralement, on va s'attendre à ce qu'ils soient un petit peu plus amers. Ils vont dégager une légère amertume. Si on les fait en infusion libre, c'est sûr que ça va être encore plus amer. Même que la manière typique des gens de la place de préparer le phénix, c'est de prendre une théière ou un gaiwan et de le remplir de feuilles sèches, de faire une ou deux infusions plus rapides, puis après ça, de laisser en infusion libre. Ça devient extrêmement amer. En Chine, le phénix est reconnu comme étant un des thés qui a la meilleure amertume pour la santé. Ici, on est dans de la médecine chinoise, là où l'amertume a un rôle très très important à jouer. Mais ils peuvent tous se faire aussi avec juste un petit fond tannique pour donner un peu de corps à des saveurs qui sont plus soit fruitées, boisées ou dans le sucré dans le miel. Donc ça c'est pour le Songjiang. Le prochain que j'ai, c'est un phénix qu'on garde on en garde presque toujours, c'est un des plus populaires, c'est du Mi Lanqiang. Mi Lanqiang qui veut dire parfum d'orchidée de miel. Et c'est vrai qu'il y a des saveurs vraiment distinctives de miel, carrément. On ne peut pas le décrire autrement, avec un fond végétal. Encore une fois, ici, pour notre Mi Lanqiang, on est en oxydation qui est quand même assez basse. On voit que la feuille est quand même assez verdâtre. Il y a quelques petites taches de rouge dessus. Se prépare comme les autres phénix. Puis, tout de suite, on a aussi un Mi Lanqiang un petit peu plus de grade de tous les jours. Donc, celui-ci, c'est du théier sauvage. Et ici, on a du théier qui est cultivé. Ce que ça donne, ben, les phénix, généralement, les bons phénix, c'est assez dispendieux. Lui, on l'a appelé le Nong Mi Lanqiang pour le différencier du plus haut grade. Nong qui veut tout simplement dire agriculteur ou fermier. Donc, c'est le phénix, ça devient un phénix de tous les jours. Donc, qui est beaucoup moins dispendieux, mais qu'on va retrouver les mêmes styles de saveurs, le fruité. Généralement, le théier cultivé, dans le cas des phénix, fait en sorte qu'il va être un peu moins généreux en termes de réinfusion. Mais il se fait aussi fruité, aussi intéressant que le Mi Lanqiang plus haut de grade, un petit peu moins complexe en saveur, puis un petit peu moins, c'est-à-dire généreux en termes de réinfusion. Le quatrième des phénix qu'on a présentement, lui on l'a jamais eu, c'est la première fois qu'on en garde. Il s'appelle le Mo Li Xiang. Littéralement ça veut dire parfum de jasmin. C'est pas un thé aromatisé au jasmin. Puis je vous avoue qu'en saveur, même le jasmin je le cherche. C'est pas du tout le plus floral. Mais en termes de goût en général, juste d'équilibre, on a un niveau d'oxydation qui est un petit peu plus élevé pour celui-ci. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas juste du fruité ou du miel, on a un peu de boisé aussi, fait encore une fois avec du théier sauvage, avec des très belles grandes feuilles, va donner une infusion un petit peu plus foncée. Il est un peu plus corsé, un peu plus tannique aussi que les trois autres que j'ai présentés avant. Le dernier phénix, c'est la deuxième fois qu'on en garde, mais ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas eu. C'est un phénix noir, donc on l'appelle le Hong Dansong, ou le phénix rouge.
contrairement aux autres, on est dans une oxydation qui est à 100%. Hein, c'est la caractéristique d'un thé noir, c'est le fait que la feuille est oxydée au complet, que toute la chlorophylle se soit transformée. Donc, il n'y a plus de chlorophylle, il n'y a aucune trace de verre, c'est vraiment un thé noir. Le fait que ce soit une oxydation entière fait en sorte qu'il est beaucoup moins amer, beaucoup moins tannique que les phénix plus, entre guillemets, traditionnels, et ce qui fait qu'il est vraiment fruité. Donc, on a une combinaison de la richesse de la feuille qu'on va retrouver à Fenghuangshan, la montagne du Phénix, mais avec le fruité qu'on peut avoir dans un thé noir. Fait qu'on n'est pas dans un fruité genre miel, on est plus dans un fruité traditionnel thé noir, mais très très complexe, vraiment unique comme saveur. J'en ai fait ici aussi d'ailleurs en infusion libre. Même en infusion libre, il va dégager un petit peu d'amertume, mais beaucoup moins que les autres types de phénix. En passant, tous les phénix se font aussi à froid. Ils vont être, lorsqu'ils sont infusés à froid, on va être beaucoup moins, presque pas d'amertume, on va vraiment plus être dans le fruité et le boisé. Donc voilà, ça fait le tour pour la gamme de phénix qu'on tenait vraiment à vous présenter un petit peu à côté de l'autre pour pouvoir les différencier. Vous êtes toujours bienvenu évidemment d'y goûter lorsque vous passez en boutique, c'est vraiment à découvrir. En passant aussi, c'est des thés qui se gardent très bien, qui gardent leur saveur plusieurs mois. Donc c'est pas un thé qui va perdre ses saveurs au bout de 3-4 mois, ça se garde quand même bien. Ben voilà, ça fait le tour. Fait que merci beaucoup, puis à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo.